language. Ah, ouais. Bonjour à tous. Asma, tu me confirmes qu'on est tous partis dans cette aventure-là? Oui, absolument. Donc, on est live, on a 41 participants et je te laisse démarrer le webinaire. Parfait. Tu me diras le goût en bonne et due forme. Comme ça, on va donner la parole à Johnny pour partir le bal, suivi de François Borrelli. Mais quand tu me diras go avec l'ensemble des participants, on va suivre tes instructions. Parfait. Et je pense qu'on peut démarrer, les gens vont se joindre à nous au fur et à mesure. Parfait. OK. Johnny, would you like to start? Thank you. It's my cue. Merci. Merci beaucoup. So, je suis désolée, je ne parle pas français très bien. So, I'm taking my time and learning. I appreciate you to listen to my welcome in English. Hopefully by the next time, my French is much more improved. First of all, thank you for taking the time to join this important opportunity to talk about digital identity, what it means, how it can be used, why it's important for all of us. It's a great opportunity for us to share a conversation and to create an understanding together. I want to give a big thanks Francois Bedard on my team, who will be representing us from DIAC today. I want to thank Numana for their strong support and partnership in making this, helping us to produce this event and make it possible. And our partners with the Digital Identity Numérique Laboratoire, where DIAC was one of the 3 founders of the organization. Many partnerships in this space, and we thank you for your time today. We hope that you're going to have a very interesting conversation. I look forward to understanding the outcomes of this conversation, and we look forward to seeing who of you would like to continue to discuss more, to see what we can learn together and what we can do to move this important work forward and to represent your views and your needs. So with that, I wish that you have a wonderful meeting and an opportunity to share your perspectives, and I look forward to speaking with you soon. Merci beaucoup à tous. Merci, Johnny. François? Merci François, merci Johnny, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont désiré de participer à cet événement-là. En fait, oui, effectivement, au cœur de Numana, nous, c'est important l'identité numérique. Peut-être certains d'entre vous le savez, certains non, mais Numana est l'enseignement Techno-Montréal. Puis évidemment, au cœur de ce qu'on regarde, nous, c'est tout ce qui est technologie émergente et marché émergent. Et ceux dans lesquels on est impliqué, comme la santé connectée, les bâtiments empathiques et tout ça, évidemment, tout ce qui est identité numérique est quand même une des trames de fond qui fait en sorte qu'il y a un intérêt pour nous de s'impliquer avec ça. Donc, on a une entente, on est en train de signer une entente avec le DIAC pour être capable de promouvoir ce volet-là. Et puis, j'aimerais remercier effectivement François Bédard et le DIAC d'avoir organisé cette rencontre-là. Je pense que ça va être intéressant pour tout le monde. Et puis, on a hâte de voir les suites de tout ça. Nous, on va s'impliquer beaucoup à ce niveau-là parce que, comme on vous l'a dit, ça fait partie maintenant d'une trame de fond de plusieurs de nos thématiques sur lesquelles on travaille. Fait que je ne veux pas prendre plus de temps que ça parce que le contenu va être plus important que ce que j'ai à dire. Donc, je laisse la parole à François Bédard. Merci, François. Merci, Johnny, de votre confiance.
c'est un honneur d'être autour de cette table-là puis de maximiser les forces qui sont extrêmement dynamiques au Québec. Je pense que le Québec est capable de faire aussi sa contribution à ce secteur-là. Je vous dirais que ce qu'on est capable de faire, il est vraiment inclusif, c'est multi-industrie, ça implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs différents et complémentaires. Mais je pense qu'il y a énormément de complémentarité. Alors, ce que je vous fais, j'ai l'honneur de se lancer ce forum-là, mais gardez en tête que ça va être une série de rencontres aussi. Je dis souvent que c'est une première rencontre d'une série à venir pour 2021-2022, parce qu'au-delà de ce que la techno permet de faire, il y a énormément d'enjeux macro, donc de la gouvernance, de la réglementation, plein de trucs. Alors, ce que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, puis je vous le dis, c'est encore un grand privilège, là, je vais être accompagné par Claude Perrault du laboratoire d'identité numérique. Fait que ce que je vous présente aujourd'hui, on fait une session de 90 minutes. Les premiers 0,60 minutes, 0,45 minutes. On fait un petit peu l'état des lieux, moi et Claude. Donc, c'est de comprendre l'identité numérique et le rôle de la transformation numérique sur l'économie, en particulier sur sa résilience économique et la stabilité à long terme, parce que les chiffres sont extrêmement intéressants. Les impacts et les applications de l'identité numérique et de l'authentification, parce qu'on parle souvent d'identification et authentification. Vous présentez aussi des résultats de sondage de la perception de l'identité numérique au Canada, puis comment le Québec se positionne par rapport à ça, et des cas d'usage avec le laboratoire d'identité numérique. Puis après, c'est une discussion ouverte, multi-industrie. Je sais qu'il y a certains collègues qui sont déjà là, donc stand-by, je vais vous pigner par la suite. Mais l'idée, c'est de mettre la table sur ce qu'on est capable de faire tout le monde ensemble. Mais au départ, des principes de base qui sont super importants à mettre de l'avant. Donc, si vous me permettez, on commence. Pour vous donner un petit peu de perspective aussi, Numana est très actif dans l'industrie à plusieurs égards. Comme vous le saviez, c'était Techno Montréal avant. Fait que les principaux chantiers aujourd'hui sont autour du cercle API, ça c'est tout ce qui est Retail Tech, le quantique aussi, les bâtiments empathiques qui est un lien avec la Maison des aînés qui s'en vient avec la SQI, le cercle Numana qui est dans le fond une espèce de série d'accompagnement entre employeurs et employés sur les enjeux de santé mentale. Tout ce qui est Humanitech. Dans le fond, Humanitech, c'est un think tank au sein d'Humana qui fait beaucoup de sens. Et finalement, toute la démarche bienveillir chez soi qui est très, très, très santé connectée. Et on peut croire aussi que dans la santé aujourd'hui, à travers la preuve vaccinale du vaccin, c'est un des éléments qui pourrait s'inscrire dans votre portefeuille numérique. Mais aujourd'hui, ce qu'on est, c'est multi-industrie. C'est ça qui est super important. Mais ça vous met le carré de sable sur ce qu'on fait. Pour vous donner un petit peu de perspective, puis honnêtement, il y a beaucoup de matériel aujourd'hui. Là, je ne veux pas aller dans tous les détails, mais ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est qu'est-ce que DIAC est. Puis DIAC, c'est pour les intimes, mais en français, on appelle ça le CIAM, qui est le Conseil canadien de l'identification et de l'authentification numérique. Donc, c'est une coalition sans but lucratif qui réunit des chefs de file du secteur privé et du public. Et dans la mission, je vais dire des fois DIAC, là, excusez-moi l'acronyme, là, mais vous allez me comprendre pourquoi. Dans la mission puis la vision, c'est de permettre au Canada de participer pleinement et de manière sûre et avantageuse à l'économie numérique mondiale. Fait qu'on a des carrés de sable ici, mais il y a aussi un impact sur la résilience économique. Catalyser les changements et définir les orientations stratégiques du secteur, autant public que privé. Élaborer puis recommander l'harmonisation des politiques, des normes et des changements réglementaires avec des repères internationaux, parce que même si on est très dynamique localement dans notre domestique, il y a aussi des choses qui se font sur la planète, ne serait-ce que les frontières, les preuves vaccinales, l'économie, l'open banking et tout ce qui s'en vient au niveau des monnaies numériques. Promouvoir aussi la compréhension du public et accélérer l'adoption de l'identification numérique et de l'authentification au Canada. Multilingue. Pour l'instant, on est capable de le faire en français et en anglais. On sait qu'éventuellement, l'espagnol va suivre, mais on verra à quel moment. Promouvoir aussi l'interopérabilité entre les participants et les programmes internationaux. C'est super important. L'identité numérique, ce n'est pas un trip technologique. C'est aussi réglementaire, c'est interopérable et ça implique beaucoup de joueurs sur la planète, incluant tout le secteur légal qui est associé à ça. Mais aussi fournir une espèce de forum ouvert pour favoriser la collaboration entre les participants et officialiser les normes existantes et en créer de nouvelles. On n'est pas là pour réinventer la roue, c'est un gros travail de coordination puis de communication pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, le CIAM a pour mission d'optimiser les capacités d'interopérabilité des secteurs publics et privés et de mettre à profit des principes d'un écosystème de santé, ce qu'on appelle le PCTF en français, qui est le Pan Canadian Trust Framework, désolé de l'acronyme, mais il y a beaucoup d'informations sur le site de DIAC, comme vous pouvez le croire.
Pour vous donner un petit peu de perspective, DIAC a été créé à partir de 2010 en réponse à la crise financière de 2007-2008. Et donc, le ministère des Finances du Canada a comme créé un groupe de travail sur l'examen du système de paiement afin de mener des études exhaustives du secteur des paiements, puis finalement d'en faire 2 recommandations qui ont permis de créer le DIAC. Et donc, le DIAC a été créé en 2012. Donc, extrêmement actif depuis ce temps-là. DIAC maintenant aborde son prochain plan quinquennal. Toute l'information sur le site Web. Donc, ce sont des groupes de travail qui permettent cette résilience. Et bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, la pandémie, la crise, la COVID a accéléré le besoin. Il a cristallisé beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, le besoin est énorme. Ce qui est assez fascinant de cet écosystème-là, c'est que c'est un écosystème qui est national. Il y a énormément de membres qui se sont joints. Donc, c'est assez fastidieux et assez intéressant de voir que ça réunit beaucoup de paliers gouvernementaux, le fédéral, les provinces, des joueurs dans le secteur bancaire, des joueurs dans le secteur des télécommunications et aussi des solutions. Et donc, c'est un écosystème qui est assez unique. Et ce qui est fascinant, DIAC vient de franchir une barrière assez fantastique qui est plus d'une centaine de membres, mais tout le monde se parle. Et pour l'industrie, ce créneau-là, il est unique au monde, c'est-à-dire d'avoir autant le privé et le public autour de la même table, dans laquelle l'industrie amène les best practices, si vous voulez, les meilleures pratiques et les références. C'est assez unique. Donc, c'est un petit peu le carré de sable dans lequel nous sommes et il y a des joueurs qui sont nationaux. Et ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il y a aussi des projets de loi qui sont nationaux et des projets de loi qui sont aussi régionaux. C'est ça qui est important de comprendre. Mais ultimement, les parties prenantes sont réunies autour de cette même table-là. Et on le fait aussi sur l'avancement de la société dans laquelle les citoyens ont aussi un rôle super important. Donc, ce qui est super important dans ce concept-là, c'est l'importance de l'identité numérique. Ça veut dire quoi? Et donc, la confiance est essentielle pour une économie numérique florissante, comme vous pouvez le comprendre. Pour les entreprises et les citoyens canadiens qui passent en moyenne, qui passent en ligne de plus en plus pour des services connectés, ne serait-ce que de faire confiance au système, c'est une chose, mais aussi d'avoir des enjeux de confidentialité. Il y a tous des enjeux de menaces sur la cyberattaque. Donc, il faut faire super attention parce que ça implique tellement de parties prenantes. Et là, fondamentalement, on sait que le municipal aura un rôle à jouer par rapport à ça parce que le municipal, pour les provinces, ce sont aussi des gouvernements de proximité. Et qui dit gouvernement de proximité dit aussi des enjeux où est-ce qu'il va falloir qu'on s'organise tout le monde ensemble, mais dans le bon cadre législatif pour que les technos soient au bon endroit au bon moment. En ce moment, ce qui est un petit peu bizarroïde, c'est qu'on va essayer de se dire qu'est-ce que c'est que l'identité numérique? Pour plusieurs, ça peut prendre plusieurs définitions, mais on va essayer d'établir aujourd'hui ce fameux carré de sable-là, c'est qui, c'est quoi, mais je vais vous donner des exemples les plus graphiques possibles. Qu'est-ce que c'est que l'identité numérique? Mais l'identité numérique, c'est quoi? C'est l'identité numérique d'une personne qui est un amalgame d'attributs et de renseignements disponibles qui sont en ligne, qui lie un persona à une personne physique. L'identité numérique peut être aussi associée à une organisation. En ce moment, le challenge, c'est qu'il faut réarticuler les bons glossaires, la bonne sémantique par rapport à ça. Et ultimement, pour certaines personnes, l'identité numérique va être passée sur une carte physique, mais là, on est en 2021, on va être en 2022 puis en 2023. Les téléphones mobiles, les téléphones intelligents ont de plus en plus leur rôle par rapport à ça. Mais comment on va être capable d'être le plus inclusif et en prenant pour acquis aussi que ce n'est pas tout le monde qui aura un téléphone mobile. Donc, il faut être capable de prendre ça en compte et d'évaluer l'ensemble des outils, mais aussi le cadre réglementaire qui vient par rapport à ça. Et ce qui est super important, puis ça, c'est on m'a autorisé de le diffuser, là. Qu'est-ce que c'est que l'identité numérique? Puis je veux qu'on se rappelle les concepts clés. Il faut faire toujours attention qu'on puisse bien articuler et comprendre ce que ça veut dire précisément. Donc, l'identité numérique, c'est quoi? L'identité numérique, c'est 3 composantes. C'est l'identité, c'est le portefeuille et ce sont des attestations numériques. L'identité numérique, c'est quoi? C'est la représentation électronique d'une personne ou d'une organisation utilisée exclusivement par celle-ci. On parle d'une notion de contrôle par rapport à ça, pour accéder à des services numériques et pour effectuer des transactions en toute confiance et en assurance. Un portefeuille numérique, c'est un environnement virtuel, application mobile ou web, qui permet d'héberger ou de communiquer des attestations numériques. Et une attestation numérique, c'est quoi? C'est une preuve de qualification, de compétence, d'identité ou d'autorisation rattachée à cette personne-là.
Et le petit graphique qui est là, il illustre très bien qu'est-ce qui se passe, mais qui peut impliquer plusieurs ministères, plusieurs secteurs privés, autres que le bancaire et le télécom, parce qu'on peut l'appliquer aussi au secteur de la santé, de la restauration, de l'hôtellerie, en architecture, en génie conseil, et ultimement dans une forme de registre décentralisé. Ce qui va être aussi extrêmement important dans les prochains mois, prochaines années, c'est toutes les notions de consentement. Étant donné que mon profil existe sur mon téléphone mobile et qu'est-ce que je fais avec, bien, ultimement, il y aura toute la notion d'éducation qui vient par rapport à ça. Fait que ça, c'était super important que je vous rappelle les concepts clés qui étaient associés à ça. Et aujourd'hui, l'identité numérique se définit aussi grâce à 3 composantes qui sont extrêmement reliées. L'identité elle-même du citoyen, qui a un contrôle sur son information. L'authentification, donc je suis capable de m'authentifier puis de montrer mes attestations. Puis là, on parle aussi à ce que le gouvernement du Québec est capable de faire au niveau de assurance maladie au permis de conduire. Je suis client, j'ai le droit de conduire, je peux recevoir des soins. Et tout ça fait en sorte que le gouvernement est capable d'arriver avec une attestation, une preuve numérique dans laquelle il y a des droits, des privilèges et des preuves qui sont associées à ceci. Fait que ça, c'est l'image graphique de tout ce qui implique au niveau des composantes de l'identité numérique qui sont tous interreliés. Et là, ce qui est fascinant, ce qui se passe aussi, parce que c'est très business to business, comme vous le savez, l'attestation numérique aussi couvre de nombreux secteurs et est aussi multi-industrie. Si on regarde la trame gouvernementale, dans leur capacité, permis de conduire, certificat de naissance, preuve de vaccination, entre autres, donc assurance maladie, numéro d'entreprise. En télécom, carte d'abonné, appareil certifié, institution financière, carte client, quittance hypothécaire, approbation hypothécaire. Les assureurs, c'est tout l'ensemble des certificats. Les villes, les cartes de bibliothèque, les permis de rénovation, les cartes de loisirs, les permis d'hiver, enseignement, code permanent, numéro d'étudiant, statut d'étudiant, diplôme obtenu. Les ordres professionnels, les permis d'exercice, les certificats de localisation. Vous voyez que c'est assez large, mais fondamentalement, c'est très, 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 très multi-industrie. C'est le message que je vais vous envoyer aujourd'hui. Ce qui est fascinant, puis là, je vais vous partager les résultats de sondage de ce que DIAC a fait au cours des dernières années depuis 2019. Bien, les Canadiens sont prêts et sont très disposés à adapter une identité numérique. Désolé, des fois, il y a des acronymes qui sont vraiment en anglais traduits en français, mais ultimement, 7 citoyens sur 10, ils sont prêts à adopter une pratique sur l'identité numérique. Et 70 % pensent qu'une collaboration avec le gouvernement et le secteur privé est même la meilleure des approches pour protéger cet écosystème-là qui se veut de plus en plus inclusif. Mais ultimement, c'est aussi de l'innovation et ça veut dire quoi? Puis comment est-ce qu'on le décline? Donc, on est pris vraiment, est-ce qu'on est chanceux ou malchanceux? Je pense que la pandémie a accéléré et a cristallisé le besoin. Donc, l'identité numérique est devenue de plus en plus essentielle, même pour la croissance et la reprise de l'économie canadienne, car elle va rendre aussi l'écosystème canadien le plus résilient face aux futures crises. Il faut se mettre dans une perspective qu'il y a d'autres choses qui vont se passer. Puis d'un point de vue, même étude, c'est McKinsey qui le disait, en exploitant bien l'identité numérique au niveau de la résilience des gouvernements, parce qu'on sait que c'est des gouvernements, ne serait-ce qu'avec le secteur privé qui s'en vient, on est capable de faire des gains jusqu'à 3 à 6 % du produit intérieur brut et on fraude des gains qui peuvent aller jusqu'à 100 milliards de dollars. Ça, c'est the big picture d'un point de vue étude, mais encore une fois, c'est un écosystème qui doit travailler ensemble de façon inclusive et collaborative. La chance que l'on a au Canada, c'est que DIAC a créé avec l'ensemble des partenaires autour de la table ce qu'on appelle un cadre de confiance pan-canadien, ce qu'on appelle le PCTF, le Pan-Canadian Trust Framework, qui est un écosystème industriel au profit des collaborateurs, qui fait que tout le monde est capable d'avoir son réseau de confiance dans lequel il y a aussi des travaux en innovation, en rayonnement, puis expliquer qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Puis ultimement, c'est très, très, très porté par l'industrie. Donc, le cadre de confiance, le PCTF, décrit les rôles et les exigences que les organisations participantes des secteurs publics et privés doivent adopter afin de répondre aux besoins actuels et futurs des Canadiens en matière d'innovation. Donc, il y a un cadre de référence qui existe, qui est disponible à l'industrie et tout le monde y participe de façon inclusive. Là, ce que je vais vous parler, c'est un petit peu de ce que les Canadiens pensent de tout ça. Ça veut dire quoi dans le quotidien des gens? Et ce qui est fascinant, c'est que de plus en plus, la tendance est que les gens sont de plus en plus intéressés et ce qui crée aussi de plus en plus de place à pour quel type de persona on s'adresse, dans quel type de besoin, mais les possibilités d'identité augmentent depuis 2019. Bonne nouvelle, on est rendu en 2020. Ce qui est fascinant aussi, c'est dans certaines générations,
qui ont besoin d'aide. Même la génération sandwich, je suis personnellement dans la génération sandwich, c'est-à-dire que je suis un enfant de parents, mais je suis aussi un parent d'enfants. On vit de façon connectée, mais pas trop geek. Il y a de plus en plus de besoins à couvrir parce qu'on trouve que c'est plus résilient, plus efficace, mais les chiffres sont de plus en plus importants et on va continuer à faire ce genre de sondage-là aussi en 2021. Donc, la tendance lourde, c'est que 9 sur 10, 88 des gens sont extrêmement favorables. Mais on s'entend que même si le citoyen dit « Go, 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 je veux des services », ne serait-ce que les paiements de PCU avec l'Agence des revenus du Canada, il reste que les carrés de sable sont importants, dans lesquels il y a énormément de parties prenantes, et où est-ce qu'on doit redéfinir aussi cette forme de gouvernance-là, des projets de loi qui s'en viennent et les technologies qui vont permettre l'opérationnalisation de ça dans le but d'être aussi interopérable. Donc, c'est un grand chantier de transformation numérique, comme vous pouvez le savoir. Et donc, le trois quarts des gens sont vraiment prêts, puis même des petites minorités, à trouver que la COVID a rendu cela de plus en plus important. Donc, c'est d'autres chiffres, encore une fois, qui vous présentent que ça va relativement bien de plus en plus. Et donc, à la question « Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou désaccord avec l'énoncé suivant? » Je suis disposé à partager mes renseignements personnels en ligne si cela peut rendre mon expérience de plus en plus commode et facile. Encore une fois, de 2019 à 2020, les chiffres augmentent. Encore une fois, il faut que ça soit le plus efficace possible et on n'est pas, je le répète souvent, dans juste un trip technologique, c'est aussi un trip citoyen, consommateur et client. Mais c'est clair qu'on a démontré qu'on peut être plus efficient, plus résilient et plus efficace tout le monde ensemble. Là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a des perspectives qui sont aussi nationales, comme vous le savez, et aussi des perspectives qui sont de plus en plus régionales. Et est-ce que ça varie de région en région? Et ce qui est assez fascinant, d'un point de vue national, on a validé la perception des gens sur est-ce que les gens connaissent les principes? Bon, on est à 56 au Manitoba, Saskatchewan. On est à 55 en Ontario et au Québec, en ce moment, les derniers chiffres, c'est 39 Quand on dit au courant, là, c'est de comprendre les grands principes des points de vue consommateurs. Et souvent, ce que je dis, il y a peut-être la barrière de la langue qui est limitative pour le Québec, mais quand le Québec saisit ces opportunités-là, c'est comme l'adoption des guichets automatiques au Québec. Au début, c'était un petit peu plus lent, mais une fois que les gens ont compris comment ça permettait d'être plus efficace et plus disponible, ça a monté en flèche très rapidement. La bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, je pense que d'un point de vue gouvernemental, le Québec fait de très bons choix, ne serait-ce que le projet de loi 95, puis Claude va vous en parler du laboratoire, mais même s'il y a une déficience pour l'instant, le Québec est capable de rattraper ça de façon assez rapidement. Donc, on va s'assurer que le Québec est, comme on dit, en lien avec ce qui se fait dans les autres provinces. On va s'assurer aussi que le Canada est en lien avec ce qui se fait d'un point de vue international, mais je pense que tout le monde peut aussi y contribuer. Donc, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a un certain retard. Par contre, on est les citoyens, les consommateurs, les clients, on est tous des individus dans le fond, ont de plus en plus d'intérêt à en faire partie, mais c'est vraiment une démarche qui est autant gouvernementale que privée. Donc, autre constat, les connaissances des principes, comme je vous disais, en Ontario, 55 Manitoba, 56 et globalement 46 ça va relativement bien, mais je pense que ça peut aller encore un petit peu plus vite parce qu'il y a des gains économiques pour la reprise de l'économie. Ce qui laisse la voie à vous ouvrir la porte à ce que Claude du laboratoire d'identité numérique est capable de faire et capable de démontrer parce qu'on est vraiment dans de l'opérationnalisation et sur des cas concrets parce que l'identité numérique existe depuis très longtemps. Donc, je vais arrêter de partager mon écran et de ça, Claude va pouvoir partager son écran. Claude, est-ce que tu es là? François, je pense que Claude a un petit souci technique. J'essaie de le contacter. Il ne s'est toujours pas joint à nous. Fait que je te propose peut-être de continuer. Si tu as des cas, des use cases aussi à partager, tu pourrais les partager en ce moment jusqu'à ce qu'ils nous rejoignent. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir sur les slides qui sont peut-être les plus importantes selon moi. Je reviens à des trucs.
tac, tac. Voilà. Asma, tu vois ce que je vois? Oui, oui, je Parfait. vois ton écran. Ce qui est extrêmement important en ce moment, c'est de comprendre que d'un point de vue industriel, d'un point de vue aussi industrie, on est au-delà du secteur bancaire, on est au-delà du secteur des télécommunications parce que même si le bancaire est déjà là au niveau du open banking et des portefeuilles numériques et des projets de monnaie numérique, et que les télécommunications ont aussi un très grand rôle à jouer par rapport à ça parce que, il faut être sur des réseaux. C'est des réseaux fibre optique, c'est des réseaux Internet, c'est de la 5G, c'est la réglementation, c'est aussi le hardware qui est derrière ces réseaux-là. Donc, il y a des choses super importantes qui sont associées à ça. Et ultimement, ben, il y a énormément de transactions à faire. Quand on regarde l'ensemble du volume des transactions qui sont toujours dans nos quotidiens, je prends par exemple souvent mes enfants en leur disant Oui, là. Parfait. Fait que je vais juste finir avec l'autre mon énoncé parce que Oui, souvent, quand je parle avec mes enfants, à quel moment tu pourrais être de plus en utiliser ton identité numérique? Et finalement, ce que mes enfants me disent, puis j'adore mon meilleur focus group au monde, là, puis j'en parle souvent, c'est sur un nombre de gestes qu'ils peuvent faire au quotidien. Une carte aux puces devrait être dans ton portefeuille numérique éventuellement parce que c'est pas juste l'infrastructure. Fait que ce qui est fascinant d'un point de vue citoyen, c'est l'ensemble des gestes au quotidien. Puis comme ma fille Romy me disait, elle dit, c'est très rare que je sors ma carte d'assurance maladie, sauf en besoin, mais il reste que c'est le gouvernement qui va autoriser ton assurance maladie qui vient aussi avec éventuellement ton dossier santé et tes preuves vaccinales. Donc, c'est un ensemble de gestes, mais il y a aussi des choses qui se font depuis extrêmement longtemps de façon très, très concrète et c'est ça que Claude va vous illustrer rapidement. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran dans quelques instants. Ça me fait plaisir d'être là. Merci de l'opportunité de pouvoir présenter ce que le laboratoire d'identité numérique fait dans ce contexte-là. Évidemment, François a couvert une bonne partie de la présentation de ce qu'est l'identité numérique, les concepts de base, le contexte socio-économique, comment ça se situe tout ça comment ça se situe dans le contexte canadien. Moi, je vais vous parler d'une approche peut-être un petit peu plus pratique, dans le sens où j'ai eu à intervenir et nous avons eu au laboratoire et dans une vie antérieure à intervenir dans plusieurs projets d'identité numérique. Est-ce que vous voyez mon écran, juste pour m'assurer que vous voyez bien un full screen en bon français, un plein écran? Oui, bon, c'est bon. Donc, j'ai eu à intervenir dans plusieurs dossiers de transformation numérique puis de stratégie de cyberdéfense, d'où le titre de la présentation. Nous, on considère que l'identité numérique est le levier essentiel à toute stratégie de transformation numérique et cyberdéfense. Vous allez voir qu'en cours de route, on prend une définition qui est multidimensionnelle puis élargie d'identité numérique. On ne se limite pas au portefeuille d'identité numérique, on ne se limite pas à l'identité, l'authentification, l'autorisation. On va aussi au niveau de la protection de la vie privée parce que tous les données d'identité sont des données extrêmement sensibles. Donc, il faut s'assurer que ces données-là sont conformes à la législation, à la réglementation, aux normes, aux standards en vigueur au Canada et au Québec et dans chacune des provinces. Le laboratoire a quand même une dimension qui est à la grandeur du Canada. Donc, on doit s'assurer de toute cette conformité-là. Souvent, on choisit une technologie, on l'utilise et après coup, on pense à OK, est-ce que ma gouvernance était bien attachée? Est-ce que je suis en mesure de respecter toute la législation et réglementation? C'est tout un chantier de faire un projet de transformation numérique. C'est un peu dans ce contexte-là que je vais vous faire la présentation. Pour nous, l'identité numérique, c'est un élément fondamental et essentiel à la transformation numérique. Puis ça constitue l'une des pierres d'assises à la cybersécurité et, évidemment, ça contribue à une économie moderne, résiliente et dynamique. Donc, moi, les thèmes que je vais aborder dans le cadre de la présentation, c'est fort simple. Je vais vous parler d'identité à l'heure de la transformation numérique puis dans un contexte de cybersécurité et je vais vous parler de compatibilité, conformité et interopérabilité d'identité numérique
particulièrement du cadre de confiance pan-canadien et dans le contexte du laboratoire, ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas au laboratoire. Une des initiatives, par exemple, qu'on a entrepris justement pour faire connaître l'identité numérique, la faire apprécier l'identité numérique, on est on va mettre en fait en ligne bientôt tout un portail d'éducation sur l'identité numérique, portail d'éducation et de sensibilisation qui va contenir un ensemble d'informations de base pour les non-initiés, puis des informations un petit peu plus pointues pour les gens qui connaissent l'identité numérique et qui voudraient un peu en apprendre un peu plus sur les cadres de référence, les standards, les normes, pardon, les standards, les normes qui peuvent être utilisées dans l'industrie. J'utilise au laboratoire, on utilise souvent une image qui parle de soi. On a une image ici qui a été prise en 2005 à l'heure de l'annonce du pape Benoît XVI en 2005. Comme on peut voir, il n'y a pas grand monde qui ont des téléphones dans les mains, il n'y a pas grand monde qui ont d'appareils photo. Si on reprend la même image, mais 8 ans plus tard, regardez la différence. Les gens sont passés au numérique en l'espace de 8 ans. On voit, mais c'est flagrant, l'image parle d'elle-même. L'identité numérique, puis François l'a abordé un peu, se retrouve partout actuellement. Elle se retrouve dans les soins de santé, elle se retrouve dans les services financiers, dans l'alimentation, le développement durable, dans les villes intelligentes, dans les télécommunications, au gouvernement, grosso modo partout. Elle se retrouve dans les milieux professionnels, dans les milieux sociaux, dans le domaine du voyage. Il y a plusieurs études qui existent à ce niveau-là. Je vous en ai illustré 2. Il y en a plusieurs autres qui démontrent que l'identité numérique est en train d'exploser un petit peu partout sur la planète. Que vous le vouliez ou non, toutes les entreprises, toutes les organisations et les paliers de gouvernement ont débuté volontairement ou non, consciemment ou non, et je fais référence évidemment à la période qu'on vient de traverser qui est la COVID-19. On a tous passé à travers ça. On a dû faire des investissements en transformation numérique, en cybersécurité, spécifiquement pour toutes les activités qui permettent de rendre des services aux citoyens et aux entreprises. C'est au niveau du commerce, c'est à tous les niveaux. Quand on parle d'identité, la transformation, alors de la transformation numérique, elle est propulsée actuellement par l'apparition de nouvelles technologies qui offrent toutes sortes de possibilités aux organisations, aux entreprises et aux organismes publics. Évidemment, ces technologies-là sont toujours utilisées dans un contexte qui est régi par des lois, des règlements et des normes. Vous allez m'entendre revenir souvent là-dessus, mais ça fait partie de l'environnement. La transformation numérique, ce n'est pas juste une question technologique, François l'a abordé plus tôt, ça relève évidemment du domaine des affaires, elle doit s'appuyer sur une vision de la haute direction, ça doit être gouverné et ça doit permettre à l'organisation, l'entreprise ou l'organisme public de remplir sa mission. Des fois, on l'oublie dans la précipitation du moment. On l'a vu un peu avec la COVID-19 qui a forcé la mise en place de technologies, puis on a réfléchi après. Bon, le besoin crée l'obligation, on a dû le faire, on l'a fait. Maintenant, il faut juste restituer ça dans le contexte normatif, législatif et réglementaire. La réussite de transformation numérique par expérience, pour l'avoir expérimenté chez plusieurs clients, ça repose sur l'expérience client. Ça permet une entité. Je parle souvent d'une identité parce que je vous disais qu'on a une approche élargie de l'identité numérique. Une entité, c'est une personne, une organisation, un objet qui appartient à une organisation ou à une personne, de consommer, d'interagir ou de transiger en ligne de façon conviviale et sécuritaire. Une identité numérique utilisée isolément, ça n'a pas une grande utilité pour une entreprise. Par contre, l'identité numérique, elle démontre réellement sa valeur dans un contexte de transformation numérique des processus d'affaires, des relations d'affaires ou des interactions d'une organisation avec ses différentes clientèles. Ça peut être avec des citoyens, des consommateurs, des contribuables, des employés ou avec des entités, des filiales, des divisions qui peuvent être ici ou à l'extérieur du pays. Parce qu'elle contribue, cette valeur-là, évidemment, se démontre parce qu'elle contribue à améliorer l'expérience client, donc facilite l'adhésion, améliore l'interaction avec la clientèle et favorise la fidélisation de cette dernière. Elle contribue aussi à assurer la conformité à la législation, la réglementation, les normes, les standards et les meilleures pratiques de l'industrie.
toute organisation ou entreprise ou organisme public, pour éviter de compromettre ses relations d'affaires avec ses diverses clientèles ou d'entacher sa réputation, doit, dans le contexte de transformation numérique, être en mesure d'assurer 3 choses. Et ces 3 choses-là, c'est les 3 choses de base. Protection de l'information qui lui appartient et encore plus important, qu'elle détient pour des tiers. On a beaucoup d'entreprises, d'organismes publics qui détiennent des données qui appartiennent aux tiers. Je n'ai pas besoin de donner d'exemple. Vous êtes capable d'en deviner quelques-uns vous-même, qui ont eu des brèches d'information. Et ça, il faut vraiment avoir ça en tête. Il faut assurer la protection de l'information. Je dirais que c'est probablement l'élément de base de toute transformation numérique. La deuxième chose qu'il faut être en mesure d'assurer, c'est la fiabilité de l'identité numérique des documents et des transactions. Évidemment, si je donne un pseudonyme, les transactions puis les documents que je vais produire par la suite, si on ne me connaît pas, on ne sait pas qui je suis, quel droit je possède, quel attribut je possède, c'est très difficile d'avoir la fiabilité envers les transactions numériques. Et le dernier élément qu'on doit considérer, c'est la protection de la vie privée des diverses clientèles qui se rattache au premier, qui est la protection de l'information, mais c'est dans l'utilisation qu'on fait de cette information-là. Les clientèles, comme je disais tout à l'heure, c'est composé de diverses entités qui ont besoin d'avoir une identité numérique pour pouvoir consommer, interagir ou transiger avec une organisation, une entreprise ou un organisme public dans divers secteurs d'activité. Cette identité numérique-là, elle permet d'accueillir ces clientèles-là en fonction, puis c'est des notions qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, mais en fonction de la valeur de l'information. La valeur n'a pas toute la même information. Les données sensibles, les données personnelles, alors qu'il y a des données génériques qui ont une moins grande valeur, puis il y a des données qui ont une très grande valeur. Son niveau d'exposition au risque, évidemment, ça dépend dans quel contexte c'est utilisé, ça dépend dans quelle géographie c'est utilisé, dans quel écosystème c'est utilisé. Tout dépendant de cet environnement-là, bien évidemment, l'information l'identité et l'information vont être exposées plus ou moins au risque. Et le contexte d'utilisation est toujours un des facteurs dont il faut tenir compte quand on veut accueillir quelqu'un puis on veut l'identifier. Les services qui sont mis en place par une entreprise, puis une organisation, un organisme public doivent aussi permettre à ces clientèles de disposer de certains choix, de justificatifs d'identité, ce qu'on appelle ici au Québec des attestations, des modes d'authentification, le type d'appareil qui va être utilisé, le niveau de sécurité. Donc, on doit être capable de graduer en fonction justement de la valeur de l'information, l'exposition au risque et le contexte d'utilisation. Il y a des barrières qu'il faut franchir pour être capable de réussir une transformation numérique. Comme je dis, pour en avoir été témoin de quelques-unes, c'est très difficile actuellement. Puis ça l'a été dans le passé, ça l'est de moins en moins, mais c'est difficile d'identifier puis d'authentifier des clientèles externes, ce qu'on appelle en anglais le ID disconnect. Très difficile au départ d'identifier quelqu'un, d'être capable de l'accueillir et être capable de transiger par la suite avec lui. Et il y a aussi une autre barrière à la transformation numérique qui est la barrière qui est liée aux documents numériques. On a constaté, et j'ai constaté personnellement, plusieurs projets où on disait qu'on faisait de la transformation numérique, mais dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un processus papier, on le transformait avec des fichiers PDF, on signait avec une image d'une signature manuscrite, un document, et on prétendait faire de la transformation numérique. Ou dans d'autres cas, on identifie la personne très bien, mais au bout du processus, on doit imprimer le papier pour qu'il soit signé de façon manuscrite, soit par la poste, soit par une signature manuscrite qui est numérisée et renvoyée par la suite. Ces deux barrières-là, c'est les deux barrières les plus importantes au niveau de la transformation numérique qu'on a rencontrées avec la clientèle du laboratoire, mais aussi sur le terrain dans divers projets auxquels on a eu l'occasion, certains d'entre nous, de participer. Évidemment, il y a deux choses que les services offerts par une organisation, une entreprise ou un organisme public doivent être en mesure d'assurer. C'est la fiabilité des identités, des documents et des transactions numériques. Et deux, très important aussi, la confiance des parties prenantes envers l'identité, l'authentification des personnes, des entités, des dispositifs et des objets avec lesquels elles interagissent. Selon nous, c'est les deux pierres nécessaires pour être en mesure de transformer les barrières liées à la transformation numérique des relations d'affaires en création de valeur. Ce qu'on veut faire quand on fait de la transformation, c'est qu'on veut créer de la valeur pour nous, pour nos clients. Donc, ces deux éléments-là peuvent être
accompli en ayant des identités numériques fiables, ce qu'on parle depuis le début avec François, et en ayant des documents numériques fiables, c'est-à-dire qui sont produits numériquement, qui sont signés soit électroniquement, numériquement, pour s'assurer de l'origine du document, s'assurer de l'identité de la personne qui transige, des personnes qui ont approuvé. Il y a tout un processus derrière ça qu'on doit numériser et rendre disponible de façon numérique. Ce n'est pas juste de numériser des documents, c'est qu'il faut passer au mode numérique. Et ça, c'est la base de tous les travaux qui se font actuellement au niveau du laboratoire, puis de l'industrie actuellement, y compris le DIAC, en fait le CIAN, et les autres acteurs de l'industrie. Je vais vous présenter rapidement le laboratoire. Le laboratoire est là pour promouvoir la conformité puis l'interopérabilité de l'identité numérique. On a été créé par deux organisations qui sont à portée nationale, qui est le DIAC ou le CIAN en français, et INSECAM, qui est la grappe industrielle de cybersécurité pour le Canada. Nous sommes un organisme sans but lucratif, à terme autosuffisant. On réussit au sein, en fait, de notre membership, là, au sens large, des entités privées, des gouvernements, des fournisseurs de solutions d'identité numérique et des gens, des clients qui vont utiliser ces technologies-là, qui vont les intégrer à leur projet de transformation numérique. On est une organisation indépendante, neutre technologiquement. On a des infrastructures qui nous sont propres, qui sont basées à Gatineau, ici au Québec, pour s'assurer que les données ne puissent pas être déplacées à l'extérieur du pays et pour s'assurer aussi que les données sont toujours traitées de façon sécuritaire et d'une façon qui est conforme à la législation et réglementation du Québec et du Canada. Notre grande mission, évidemment, c'est de réduire les obstacles technologiques à l'adoption d'identité numérique. Puis, en tant qu'entité tiers neutre de confiance, évidemment, on veut accélérer cette adoption de solutions d'identité numérique en favorisant la protection des renseignements personnels et de la vie privée et en assurant la conformité et l'interopérabilité des composantes de services de ces solutions-là. Ça va être C'est la mission première du laboratoire. Je tiens à faire une précision parce qu'on nous pose souvent la question. Le laboratoire n'est pas un incubateur d'entreprises technologiques. On ne développe pas, on ne vend pas de solutions d'identité numérique. On n'offre pas de services conseil. On veut préserver de notre neutralité de nos interventions et on ne veut surtout pas concurrencer les entreprises privées. Notre vision, évidemment, pour faire la promotion de la conformité, notre vision, c'est de promouvoir une économie moderne, résiliente et dynamique en facilitant la mise en place d'un écosystème sécuritaire et fiable d'identité numérique qui est centré sur la personne, sur l'utilisateur ou l'usager. Les objectifs qu'on poursuit, c'est d'accélérer l'adoption, le développement, les connaissances, la conformité et l'interopérabilité technique des solutions d'identité numérique. Je reviens avec les connaissances parce que le portail d'éducation qu'on est en train de mettre en place va être une des grandes composantes qui va nous aider à remplir cet objectif-là. Notre stratégie, c'est d'augmenter, coordonner, consolider et élever la demande de services d'identité numérique. Pour faire ça, on a trois types de services qu'on offre à l'industrie. Puis l'industrie, je parle au sens large, c'est autant les fournisseurs d'identité, les clients, les utilisateurs et tout ça. On offre des bancs d'essais qui sont entièrement fonctionnels. Nous, on ne va jamais en production. On est toujours en amont de la production. Donc, pour des gens qui veulent dans ce qu'on appelle en bon français un sandbox as a service, être capable d'installer une technologie. Pour un fournisseur d'identité, par exemple, qui veut installer une technologie chez nous, puis la rendre disponible à la clientèle canadienne et aux abonnés du laboratoire, il peut l'installer chez nous, soit que le produit est disponible commercialement, soit qu'il est encore au niveau de la preuve de concept, parce qu'on s'est rendu compte en cours de route qu'il y a beaucoup d'entreprises en démarrage ou beaucoup d'autres entreprises qui développent des nouveaux produits actuellement, justement pour répondre aux problématiques de l'identité numérique et de la transformation numérique qui ne sont pas disponibles commercialement, mais que ces fournisseurs-là veulent les expérimenter avec un ou des clients ou qui veulent faire la preuve qui rencontrent en fait, qui sont conformes à la législation, réglementation, aux normes et standards de l'industrie. Donc, on accueille les deux types de produits et on a des clients qu'on appelle des abonnés au banc d'essai du laboratoire qui peuvent venir essayer ces
technologie-là. Je donne un exemple, par exemple, une entreprise ou un organisme gouvernemental qui veut déployer un service en ligne. Il se dit, ben moi, j'aurais besoin d'avoir un service de vérification d'identité qui va se brancher ou va s'intégrer à ma plateforme de gestion de mon environnement web. J'aurais besoin aussi d'une solution d'authentification parce que je vais être capable d'accueillir ces gens-là sur une base récurrente, mais je ne veux pas nécessairement posséder les identités ni les attestations d'identité. Je veux les consommer de tiers, puis je veux m'assurer que tout ça fonctionne puis peut être interopérable. Donc, ils viennent chez nous, s'installent, on leur crée un environnement à partir de la technologie qu'ils ont choisie. Ça peut être une technologie, ça peut être plusieurs technologies qu'ils vont utiliser pour intégrer à leur environnement. Et s'ils veulent aller un peu plus loin et intégrer des partenaires, on offre aussi des bancs d'essai qu'on appelle collaboratifs qui permettent justement de faire soit une preuve de concept ou de tester un développement avec un produit commercial avec divers autres partenaires. Je suis une entreprise, puis moi, bien évidemment, j'ai quelques fournisseurs qui vont utiliser ma plateforme et j'ai des clients de l'autre côté qui vont me faire des demandes et je veux utiliser cette plateforme-là pour accueillir l'ensemble de cette clientèle-là. Bien évidemment, ça me permet de venir tester ces produits-là avant d'aller en production ou même avant de signer un contrat ou avant d'aller en appel d'offres. Parce qu'évidemment, il va y avoir parce qu'éventuellement, il y a des gens qui vont faire l'acquisition de ces produits-là, de ces services-là et de ces solutions-là. Donc, mais ils vont avoir eu l'occasion au préalable de la tester et de l'essayer. Et ça, c'est un des éléments les plus intéressants que nos abonnés nous ramènent comme commentaire en disant, écoute, ça me permet de savoir si mes exigences, premièrement, que je vais demander à mon fournisseur ont du sens. Est-ce que c'est réalisable ou non d'un point de vue technologique? Est-ce qu'il y a des solutions que je ne connais pas, commercialement disponibles ou des solutions en développement que je voudrais, moi, tester parce que ça répond entièrement à mon besoin. Ça, c'est une des facettes qui nous revient régulièrement. Et de l'autre côté, bien, ça permet aux fournisseurs aussi d'identité de faire évoluer leurs produits en fonction de la demande de la clientèle, en fonction de la demande des clients. On va un peu plus loin aussi dans cet aspect-là, et là, j'arrive avec le troisième type de service qu'on offre, qui sont les services d'évaluation, de tests, de certification de conformité et d'interopérabilité. C'est qu'on peut aussi aller un peu plus loin avec les fournisseurs d'identité, c'est-à-dire que vous avez développé soit sous forme de preuve de concept ou c'est un produit qui est déjà commercial que vous voulez offrir au Canada. Bien, en fait, si vous voulez, puis vous voulez vous assurer que votre produit est conforme par exemple, à une norme, un standard, je vais vous en parler de deux tout à l'heure, mais il y en a plein de normes et de standards. Vous venez au laboratoire, nous, on peut faire une évaluation de conformité et d'interopérabilité qui va être soit informelle, soit formelle, ou qui va même vous amener éventuellement une certification pour dire, ben moi, je suis certifié XYZ et que ça certifie que je suis conforme à telle norme standard ou réglementation. On fait aussi des évaluations de conformité au niveau de la protection de la vie privée et des renseignements personnels, ce qui va devenir un enjeu principal au cours des prochaines années. Et il faut juste penser aux projets de loi actuellement qui sont en cours d'élaboration puis d'approbation au Québec, projet de loi 64 pour la nouvelle version de la protection sur les renseignements personnels qui est en cours d'élaboration, qui a été reporté à l'automne. Et le débat devrait continuer à l'automne. Au niveau canadien, il y a le Bill C11, qui est un peu l'équivalent du règlement européen sur la protection de la vie privée, qui est le règlement, le RGPD en bon français, qui a un peu établi les normes au niveau international, au niveau de la protection de la vie privée. On fait ce genre d'évaluation-là aussi et on fait des tests beaucoup plus techniques pour savoir est-ce que je suis conforme, par exemple, j'ai une solution technologique, est-ce qu'elle est interopérable, est-ce que je peux l'utiliser dans un contexte, est-ce que je peux échanger avec d'autres de façon technologique, avec d'autres technologies, bien, on le fait. Je vous donnerai un exemple plus concret après. Et à travers ces services-là, on offre aussi des services qu'on appelle de qualification ou de préqualification de solutions d'identité pour certains clients. On a des clients, par exemple, qui s'apprêtent à aller en appel d'offres ou en appel d'intérêt. Il y a plusieurs terminologies là, ou en acquisition qui veulent non pas aller en appel d'offres ou demander à l'ensemble de l'industrie, auriez-vous des solutions qui permettent de rencontrer ces exigences-là? Ce que le laboratoire fait pour ces clients-là, c'est qu'on préqualifie un nombre XYZ de joueurs, de fournisseurs de solutions d'identité numérique et on certifie leur conformité, leur
interopérabilité. Et là, le demandeur, le donneur d'ordre, qui est un gouvernement ou une entreprise, lui peut décider de dire, écoutez, je vais faire un appel d'offres, mais sur invitation seulement, parce que je me suis assuré au préalable que tous les fournisseurs que je vais inviter sont conformes aux exigences que j'ai dans mon appel d'offres et sont conformes et interopérables en fonction des normes, des standards de l'industrie. Donc, cette façon de faire-là accélère énormément le processus d'acquisition puis d'approvisionnement. Ça le change un peu. Les mentalités évoluent tranquillement. On le voit à l'extérieur du Québec. On commence à le voir au Québec aussi. On a été sollicité au laboratoire par 2 ou 3 clients pour faire ce type d'évaluation-là préalable, pour être capable de dire, bien, écoutez, oui, on a au laboratoire 3, 4, 5, 6 solutions qui rencontrent vos exigences d'affaires et qui sont au niveau technique, répondent aussi aux exigences techniques, vos exigences techniques, mais aussi à celles du marché, aux normes et aux standards. Donc, c'est grosso modo ce qu'on fait, qu'on offre comme service au laboratoire. Évidemment, comme vous avez bien compris, l'identité, et pourquoi on insiste énormément sur la conformité et l'interopérabilité, on aime beaucoup l'exemple du ruban à mesurer qui est ici à côté. C'est ça ici, évidemment, il y a un standard international qui décide que la norme pour les mesures en pouces ou en centimètres, c'est exactement comme on le fait. Par contre, il n'y a pas, comme on peut voir, même compagnie ici qui a produit 2 rubans à mesurer qui n'ont pas le 2 pouces au même endroit. Eux déclarent que le ruban mesuré est conforme aux normes, aux standards de l'industrie. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a eu un tiers qui a fait une vérification pour s'assurer que 2 rubans mesurés étaient conformes aux normes, aux standards de l'industrie. Donc, les fournisseurs, puis là, je parle des fournisseurs dans ce domaine-là, peuvent interpréter la norme puis les standards à leur façon, celle qui leur est le plus favorable. Donc, d'où l'importance d'avoir une évaluation de conformité puis d'interopérabilité externe pour se faire assurer par un organisme indépendant et tiers indépendant. D'ailleurs, c'est la raison d'exister du laboratoire. Je vais vous montrer en fait des exemples de normes et de standards, parce qu'il y a plusieurs organisations actuellement qui travaillent à l'élaboration de normes, de standards et de cadres de référence pour assurer la gouvernance et l'encadrement de ce nouvel écosystème. Il ne faut pas se le cacher, c'est naissant. Ben, je dis naissant. Il y a des industries dans lesquelles l'identité numérique est utilisée depuis toujours. Si vous prenez le domaine professionnel au Québec, par exemple, l'identité numérique, c'est une réalité depuis 1996 pour certains ordres professionnels et leur clientèle, puis dans plusieurs autres, c'est une réalité aujourd'hui. Évidemment, dans le côté commercial, on commence à aborder cette notion-là. Moi, j'ai été aux premières loges de l'implantation de l'identité numérique dans le monde professionnel. Je peux vous dire que ça existe déjà, il se fait déjà des transactions, il y a déjà des documents qui sont signés numériques, il y a des gens qui possèdent des identités numériques, mais là, on s'en va plus grand public, donc ça prend des normes, des standards qui s'adressent évidemment à l'ensemble de l'écosystème. Je vais vous en parler de 2 particulièrement, j'en ai à peu près pour 5 à 10 minutes, je ne vais pas prendre tout le temps. Donc, je vais vous parler du cadre canadien de confiance qui a été émis par le CIEN et un qui est très émergent actuellement parce qu'on entend parler beaucoup de portefeuilles d'identité numérique. Vous allez entendre parler de ça de plus en plus. Ça commence à faire, on commence à en parler dans les journaux, ça commence à être grand public. Donc, je vais vous parler un peu des standards aussi qui s'en viennent de ce côté-là. Mais pas de façon technique, là, de façon très, très haut niveau. Si vous prenez par exemple le cadre de confiance pan-canadien, il y a tout un cadre de référence qui est mis en place et il y a 7 éléments en fait qui concernent vraiment tout le volet identité numérique. Évidemment, il y a tout le modèle, le glossaire, donc la terminologie qu'on va utiliser et le mécanisme d'évaluation du cadre canadien de confiance. Et il y a 7 composants comme par exemple l'authentification, avis et consentement à l'usage de nos données d'identité ou à nos attestations d'identité. Il y a tout ce qu'on appelle la personne vérifiée, c'est-à-dire la vérification de l'identité d'une personne, la vérification de l'identité d'une organisation, tout ce qui est les attestations ou justificatifs d'identité, dépendant de la terminologie utilisée, et les infrastructures, donc tout ce qui est technologie et opération. Donc, il y a derrière ça des critères qui sont établis dans le cadre canadien et c'est la conformité à ces critères-là qui va démontrer si on est conforme et interopérable aussi dans l'univers canadien, dans l'écosystème canadien. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations là-dessus, toute l'information est disponible sur le site du CIEN ou du DIAC là, en bon français.
Du côté des portefeuilles d'identité numérique, bien évidemment, il y a une norme là, qui semble émerger à travers les autres. Il y en a plusieurs en passant. Là, il y a plusieurs standards qui sont émergents. Je vous en parle d'un, mais on a des demandes pour d'autres standards. Il y a en fait tout le modèle que François vous a présenté qui est en train d'être regardé par le gouvernement du Québec. Bien évidemment, il est chapeauté par des normes et des standards. Puis, il y a un modèle qui existe pour bâtir un portefeuille d'identité numérique qui est conforme aux normes puis aux standards de l'industrie. Il y a aussi des normes et des standards qui sont en train d'être élaborés puis adoptés pour l'émission d'attestation d'identité et d'identité, pour l'utilisation et pour la présentation de cette information-là à des tiers. Donc, il y a différents, je vous ai mis les exemples des modèles, il y a des tests qui se font aussi là-dessus pour s'assurer que c'est interopérable. C'est beau de produire une attestation d'identité, par exemple, il faut bien que je sois capable de la remettre à quelqu'un, puis que cette personne-là puisse l'incorporer dans son portefeuille, puis éventuellement puisse l'utiliser chez un tiers, chez un fournisseur de services et non pas chez un fournisseur d'identité. Donc, il y a toute une question d'interopérabilité derrière ça, technologique, puis il y a aussi une question de conformité à certaines spécifications techniques qu'on doit respecter quand on bâtit ce type d'environnement-là et qu'on utilise ce type d'environnement-là. Alors, ça fait grosso modo le tour là, de ce qu'on fait au laboratoire d'identité numérique. Évidemment, on pourrait aller beaucoup plus en profondeur, mais je voulais respecter là, le temps qu'on nous avait alloué pour la présentation. Si jamais vous avez des questions par la suite, je suis toujours disponible pour répondre à ça. Vous avez mes coordonnées ici présentes. Puis si vous allez sur le site du laboratoire, bien, vous allez facilement être capable de nous rejoindre. Merci à tous de nous avoir permis de faire cette présentation-là. Puis si jamais vous avez des questions, elles sont très bienvenues. Merci Claude. Et pour reprendre certains éléments, je pense que tu restes très humble parce que tu as dit j'étais aux premières loges. Mais pour les gens qui nous écoutent, Claude a fait des projets en identité numérique à partir de 1996. Et c'est pas juste la semaine dernière ou il y a 2 ans. Fait que quand on discutait de synergie, Claude a dit, François, il dit, ça fait longtemps qu'on en fait. Mais ce qui est un petit peu triste, c'est que les gens ne savent pas nécessairement. Fait qu'il y a des industries qui se transforment. Ça, c'est important. Et pour compléter l'énoncé de Claude aussi, puis je pense que le gouvernement du Québec a fait quelque chose d'extrêmement intéressant à court terme, mais souvent, les médias ne couvrent pas toute l'information. Ça a été le projet de loi 95, juste pour compléter ce que Claude disait, parce que le projet de loi 64, il était remis à l'automne. Puis souvent, l'Assemblée nationale voulait procéder à des trucs. C11 était remis à l'automne. Mais ce qui a été entériné à l'unanimité, c'est le projet de loi 95, qui est dans le fond les données personnelles interministérielles. Et ça a envoyé un geste super important dans l'industrie parce que, comme on dit, we walk the talk, là, on fait ce qu'il y a à faire, mais d'avoir ce projet de loi-là qui implique l'entente des ministères, c'était super, super important. Fait que les choses vont bon train. C'est un travail collectif, c'est un travail inclusif aussi. On est ouvert pour vos questions, vos interrogations. On s'est laissé une espèce de petite plage pour en discuter tout le monde ensemble. Donc, on est ouvert à vos questions, commentaires et interrogations. Asma, fait que si tu peux ouvrir le chat, je sais qu'il y a des gens qui ont dû partir parce qu'il est maintenant 13 heures et on a couvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Mais Asma, si tu veux prendre le lead sur les questions, interrogations ou même pour les équipes internes, on est là pour vous répondre. Pour l'instant, François, je ne vois pas de questions. Donc, j'invite les participants qui sont encore là à soit mettre leurs questions dans le chat ou à lever la main, puis je vais les unmute. Parfait. Je sais qu'il y a eu une des questions, c'était est-ce qu'on va partager nos présentations? Oui, pour ce qui est de ce que dit Diac Numana, la présentation pourrait être partagée. À Claude d'être très libre à soi s'il veut partager. Mais je pense que c'est au profit de l'industrie et c'est au profit de la communauté. Il n'y a aucun problème pour le partage. Cool. Donc, est-ce qu'on peut croire que c'était très clair, très limpide, très transversal? Claude, moi, j'ai envie de te poser des questions, même si on est peut-être des spécialistes là-dedans, mais je pense que ce qui peut être le fun, c'est si tu avais identifié des industries complémentaires aux bancaires ou aux télécoms qui devraient s'approprier l'identité numérique, ce serait laquelle des premières industries que tu vois dans ta boule de cristal ou que tu as vu à ce jour dans certaines demandes et dans lesquelles il peut vraiment y avoir un impact sur l'application de tout ça?
Ben, spontanément, santé et éducation, parce que c'est deux gros volets au niveau du Québec, mais au niveau international aussi. La santé, ils ont un bout de fait au niveau professionnel. Donc, le dossier de santé du Québec est accessible aux professionnels. Quand je dis qu'il s'est fait beaucoup de travail, mais plus dans l'ombre, le dossier de santé, il y a tout un volet derrière ça d'identité numérique pour les professionnels qui font affaire dans le domaine de la santé. Par contre, pour le grand public, monsieur, madame, tout le monde, l'accessibilité à leur dossier santé Québec, l'accès aussi à leur attestation de santé, qu'ils puissent avoir, les transporter avec eux et les partager avec qui ils veulent dans eux-mêmes. Quand on parle de consentement, c'est d'être capable d'avoir l'information qui nous appartient et pouvoir la partager avec qui on veut. Je pense que ça, c'est un des éléments du côté de la santé qui pourrait, c'est une industrie qui aurait intérêt à être très impliquée dans ce qui se passe. Je pense qu'ils le sont actuellement à travers le ministère de la Santé puis de la Régie de l'assurance maladie du Québec pour discuter avec eux à l'occasion. Je sais qu'ils travaillent là-dessus, mais c'est un des secteurs, moi, que je vois qui a beaucoup de potentiel et qui va avoir beaucoup de réception de la part de notre clientèle, peu importe l'âge des clients. On est tous affectés actuellement par la COVID, mais aussi affectés par la maladie de nos proches, par nos propres conditions médicales. Donc, je pense que ça, c'est un des secteurs. L'autre secteur, c'est l'éducation. L'éducation, juste ne serait-ce qu'au partage des relevés de notes, le partage des diplômes, des certificats, donc qui attestent l'interopérabilité aussi de ces partages-là. Par exemple, moi, je veux me présenter, je travaille avec une compagnie européenne où on me demande mes attestations d'études, ou l'inverse, quelqu'un veut venir travailler ici, on va avoir une attestation d'études. Écoutez, ça prend une éternité aujourd'hui pour avoir été employeur moi-même, ça prend une éternité à avoir ces attestations-là. On n'est jamais sûr si c'est un original ou non parce qu'il est papier. On le reçoit la plupart du temps papier. Donc, très difficile, à moins qu'il soit authentifié par un État ou par un officier public qui représente l'État. C'est très difficile d'avoir ces attestations-là. Puis, évidemment, l'identité aussi des parties prenantes au système d'éducation, donc les joueurs principaux, puis aussi les gens qui font partie de l'écosystème, les étudiants, les élèves, les professeurs, parce qu'une personne peut avoir plusieurs rôles. Je peux être étudiant à l'université, je peux enseigner, je peux travailler à l'extérieur, je peux avoir aussi déjà eu des diplômes. Il y a tout un écosystème autour de l'éducation qui est fort important. Je sais qu'il y a des travaux qui ont été faits, qui sont en cours encore au ministère de l'Éducation, mais c'est tout un chantier qui implique les universités, les cégeps, qui implique les écoles primaires et secondaires. C'est tout un écosystème à bâtir. Il y en aurait un troisième, tu en as parlé brièvement tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne les villes et les municipalités, qui est un autre niveau de gouvernement, mais où on a énormément d'interactions avec la clientèle, les citoyens pour l'émission des permis, des cartes d'accès, par exemple, aux loisirs, aux bibliothèques et autres. Dans certaines régions frontalières, je sais que c'est un problème parce qu'il y a des gens qui se présentent dans une ville voisine pour avoir des services alors qu'ils n'habitent pas là. Très difficile d'être capable d'établir. Ben, en fait, c'est des cas réels là, auxquels j'ai été confronté. Ouais. C'est très difficile d'établir l'identité de la personne, puis encore bien moins ces attestations comme de quoi il a le droit de se servir de ces services-là. Donc, spontanément, ces trois domaines-là, ces trois secteurs-là sont appelés je pense, à être impliqués au niveau de la transformation numérique, vont devoir consommer de l'identité numérique, devoir en produire aussi, parce qu'ils vont être des gens qui vont produire des attestations aussi pour des tiers. Ben, j'ai besoin de la preuve, par exemple, que la personne est étudiante à tel endroit pour y conférer certains privilèges. J'ai besoin de savoir que la personne a un bac ou une maîtrise. Ben, moi, évidemment, il faut que je produise cette attestation d'identité-là et moi, de l'autre côté, l'employeur, il faut que je la consomme. Donc, c'est tout un univers qui est en train de se construire. Puis, une des choses que tu as mentionnées tout à l'heure qui se rattache aux villes et municipalités, c'est toute la question des objets connectés. Donc, tout ce qui est l'IoT en bon français, puis ça concerne aussi les entreprises. Il y a un besoin criant parce qu'il y a beaucoup d'objets connectés qui gèrent des choses, des services critiques actuellement, sans rentrer dans le détail, qui ne sont pas nécessairement associés à des personnes responsables ou imputables, mais qui sont gérés de façon technologique encore aujourd'hui, mais qui peuvent avoir un impact majeur sur la vie, la santé ou la protection des renseignements personnels des gens qui sont confrontés. Tu parlais tout à l'heure du domaine de la santé où il y a des objets connectés qui envoient de l'information au monde médical. Le monde médical retourne des informations à ces objets connectés-là. Ben, c'est tout un secteur aussi, je pense, qui
qui va être impacté par cette transformation numérique-là et qui va devoir consommer des services d'identité numérique, puis éventuellement de signature aussi électronique et numérique. Et ce qui est fascinant, Claude, c'est que je pense qu'on touche en ce moment dans le sujet de l'identité que 5% de tout l'univers. Je me retrouve dans l'Internet de 96 où est-ce que tout se définissait, puis on définissait par chacun des livrables. Puis quand tu parles de santé connectée, on est d'accord qu'aujourd'hui, ce secteur-là, ne serait-ce que par la preuve vaccinale qui vient avec notre vaccin. Puis dans la sémantique, on va entendre parler de passeport vaccinal. On n'est pas dans un passeport vaccinal, on est dans une preuve vaccinale, qui est un des éléments qui va m'appartenir à moi parce que j'ai été vacciné. Là, j'ai un bout de papier, mais j'ai aussi un QR code que je pourrais mettre dans mon portefeuille demain matin. Ce qui fait que, oui, c'est le début d'une grande transformation dans ce secteur-là. Puis, personnes âgées, autonomie, tous ces sujets-là sont là-dessus. Et en lien aussi avec ce que tu disais au niveau de l'éducation, parce que cette preuve vaccinale-là, il y a aussi le créneau employeur-employé. On revient sur nos lieux de travail, éventuellement. En tout cas, il y en a qui parlent beaucoup de l'automne. On est-tu 2 jours sur le lieu de travail ou 3 jours, ou c'est-tu du 2-3? Puis là, à un moment donné, est-ce que l'employeur va demander aussi une preuve vaccinale aux employés? Est-ce qu'il a le droit de le partager ou pas? Il y a des créneaux là-dedans qui sont super importants. Ce qui fait qu'on ouvre la voie aussi à ce que tu disais au niveau de l'éducation, l'attestation, les diplômes. Parce que je pense que les gens ne comprennent pas derrière que dans cette forme de diplomation-là, technique, bachelier ou peu importe, il y a tout l'enjeu des ordres professionnels qui vient s'y greffer au Québec parce que, ben, prouve-moi que tu es un ingénieur, prouve-moi que tu es un architecte, prouve-moi que tu es un nutritionniste, prouve-moi que tu es un médecin spécialisé en des trucs. Fait que faut que tu me prouves que tu as été formé au bon endroit, ce qui dicte aussi une forme d'imputabilité à terme sur les ordres professionnels qui sont au Québec. Puis Dieu sait que, à la blague, tu es très humble, tu étais là au premier balbutiement. On s'est très bien dit que c'est en 96-97 avec l'ordre des notaires. Je veux dire, c'est pas il y a 2 semaines. Puis après, quand tu le déclines aux municipalités, je l'entends souvent, on me le dit souvent, à terme, une municipalité, c'est un gouvernement de proximité. Donc, dans l'ensemble des gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux, puis on sait que l'automne va être très chaud à plusieurs égards, les gouvernements de proximité, ce sont les municipalités. Donc, quels seront ces nouveaux services-là? Puis moi, ce qui me fascine, puis on est au début de ça, c'est que même si j'ai un profil personnel ainsi que ma conjointe et mes 3 enfants, puis l'ensemble des citoyens, il y a toute la relation à terme avec les objets connectés, parce qu'un objet connecté a aussi une identité qui est applicable à de la cyber, comme on le sait, mais on parle de cyber-résilience. Mais tout est dans tout, mais il faut s'assurer que les premières étapes, on a la bonne sémantique, la bonne feuille de route applicable à des changements importants au niveau de la transformation numérique dans des sujets qui sont tous interreliés. Puis, tu l'as dit dans l'ordre, je trouve ça fascinant. Santé, éducation, municipalité, je pense que c'est 3 grands chantiers complètement complémentaires qui ont leur juridiction aussi. Puis, on est capable de faire ce genre d'accompagnement-là. Puis je pense que c'est un travail d'équipe. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses, mais je dis souvent à la blague, c'est marqué sur nos plaques d'immatriculation, c'est marqué « Je me souviens ». Fait que faut juste remonter à la surface ce qui a été fait, l'articuler, le présenter, démontrer qu'est-ce que ça permet de faire parce que la mémoire est une faculté humaine. On oublie certaines affaires, mais je pense qu'on a un devoir collectif d'actualiser ça puis de dire que c'est toujours existant et qu'on a appris de ces affaires-là. Fait que Claude, j'apprécie énormément ta collaboration et ta contribution pour être capable de benchmarker, si tu veux, toutes ces affaires-là. Puis je pense que le Québec peut être dans cette résilience-là économique, mais aussi aller un petit peu plus vite parce qu'on dit souvent que même s'il y a beaucoup d'intelligence artificielle, bien, on est aussi sur, à terme, de l'information en amont qui pourra être articulée dans des environnements d'intelligence artificielle. Puis à terme, c'est d'anticiper des nouveaux services. Mais par le manque de main-d'œuvre dans certains cas, parce qu'on entend parler beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, puis comment cette main-d'œuvre-là sera de plus en plus numérique. Notre travail aussi, c'est d'outiller cette main-d'œuvre-là, anticiper des nouveaux services, puis s'assurer que l'ensemble des parties prenantes ont le même objectif. Fait que, Claude, tes commentaires sont extrêmement structurants. Je trouve ça très fascinant d'être dans cette croisée des chemins-là. Et c'est des chantiers de transformation numérique assez importants. Fait que, je trouve ça très cool.
Asma, s'il n'y a pas d'autres questions et s'il n'y a pas d'autres interrogations, c'est un vrai plaisir. Alors, peut-être que tu peux terminer et closer notre présentation d'aujourd'hui. Oui, absolument. Un grand merci à tous de vous être joints à nous aussi nombreux de la part de Numana, mais aussi de DIAC et du laboratoire d'identité numérique. Et on vous reviendra rapidement avec la rediffusion que vous allez trouver sur les réseaux sociaux de Numana. Puis c'est ça. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à nous écrire sur le courriel que vous avez reçu sur Zoom et on vous retrouve à la prochaine conférence sur les identités digitales, comme le disait François tantôt. Et merci Asma de cette remarque de conclusion. Puis ce que je voudrais qu'on se challenge, c'est aussi de se dire qui voudrait poursuivre cette conversation-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble, bien entendu. Il y a différents chantiers, ne serait-ce que la santé, l'éducation puis les municipalités, entre autres, mais aussi même pour le secteur de l'hôtellerie, la restauration, puis je dirais même pour le secteur de l'électrification des transports, pourquoi pas? Parce qu'une borne sur rue connectée à une voiture devient intelligente, connectée, puis ultimement, nos voitures auront leur propre identité. Parce que quand je vois ce que même Apple est en train de faire, pour ceux qui ont suivi le fameux upgrade sur le iOS 15, et je vous propose de suivre ce que Apple est en train de faire parce que ne serait-ce que la fonction de se délocaliser, excusez-moi l'expression, qui fait qu'on peut enlever nos trackers GPS, puis que là, maintenant, notre permis de conduire peut être sur un téléphone Apple. Et Apple le joue de façon intéressante en ce moment, même d'un point de vue manufacturier. Mais je pense que les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années vont être extrêmement intéressantes et extrêmement stimulantes d'un point de vue personnel et professionnel pour se dire comment on est capable de faire mieux dans cette résilience-là, dans cette reprise économique-là, mais c'est plusieurs parties prenantes. Il faut qu'on travaille ensemble. C'est un petit peu le message que j'envoie à l'industrie. Fait que c'est un grand privilège d'être là. Merci beaucoup, Asma. Merci, Numana. Merci, Claude. Merci, Diac. Je pense que le Québec peut être fier aussi de s'organiser ensemble et de démontrer qu'on peut être résilient et autonome. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.